Voilà, alors je m'appelle Souleymane Bachir Diagne, je suis professeur de philosophie. J'ai fait toutes mes études de philosophie en France, ensuite de quoi j'ai enseigné la philosophie pendant une vingtaine d'années au Sénégal. Je suis sénégalais et aujourd'hui j'enseigne la philosophie à l'université de Columbia. Et je travaille, je publie et j'enseigne dans trois domaines principalement. Un premier domaine qui est l'histoire de la philosophie en général et en particulier la philosophie des sciences. Ce sont là mes premiers objets, mes premiers travaux, les premiers livres que j'ai écrits sont des livres que j'ai consacrés à la philosophie des mathématiques et de la logique. Et ensuite, j'ai également investi un autre domaine qui est le domaine de la philosophie en islam, la tradition philosophique dans le monde de l'islam. Et un troisième domaine dans lequel je publie également, auquel je réfléchis, dans lequel je mène mes recherches et je conduis certains enseignements, c'est le domaine des questions philosophiques telles qu'elles se posent sur le continent africain. Donc voilà les trois grands domaines dans lesquels je travaille. Histoire de la philosophie en général, philosophie des mathématiques et de la logique et questions philosophiques liées à l'Afrique. Alors justement, comment ces trois préoccupations peuvent, ces trois objets, ces trois domaines, ces trois problématiques peuvent se nourrir pour finalement, quelque part, faire converger votre réflexion? Alors, ce qui fait la convergence de ma réflexion, ce qui fait la cohérence aussi de cette réflexion, parce qu'on pourrait avoir en principe l'impression que ce sont trois domaines disparates qui ne sont pas liés. Ce qui fait le lien, c'est la notion de traduction. Au fond, je suis un philosophe de la traduction, si je voulais me définir en un mot. C'est-à-dire que je m'intéresse à la manière dont un contenu est transporté d'un certain système de signes à un autre système de signes. Je prends un exemple. Quand je dis que j'ai travaillé sur la logique algébrique et sur la philosophie des mathématiques et de la rencontre entre l'algèbre et la logique, je m'intéresse là à quelque chose qui est le fondement de notre civilisation, de l'ordinateur. D'où nous vient notre système binaire 0-1? Eh bien, c'est une création de ce logicien anglais qui s'appelle George Boole, et j'ai consacré mes premiers travaux à George Boole et à l'invention du système binaire qui est le langage de nos ordinateurs aujourd'hui. Quand je me suis intéressé au domaine de la philosophie dans le monde de l'islam, j'ai commencé par regarder ce que cela signifiait traduire la philosophie grecque en arabe et traduire les contenus de la civilisation islamique dans le langage de la philosophie grecque. Là encore, j'ai regardé la rencontre entre les cultures grecques, la philosophie grecque, et la culture et la religion islamique, et j'ai regardé les phénomènes de traduction qui se sont effectués dans ce champ-là. Et de la même manière, évidemment, les questions philosophiques liées au continent africain sont également des questions de langage et de traduction. Je me suis par exemple interrogé plus particulièrement sur la signification du langage pictural des arts africains. Pourquoi est-ce que les arts africains ont la forme qui est la leur? Pourquoi ce sont des arts où on semble tourner le dos délibérément à la représentation de la réalité au profit d'une représentation plus symbolique? C'est un art, bien qu'il ne faille pas généraliser, avoir l'impression que tous les arts africains de toutes les régions du continent sont pareils, il n'en demeure pas moins qu'il y a un dénominateur commun qui est que c'est un art où on le voit bien. Les proportions de la réalité ne sont pas respectées. C'est un art où, par exemple, le sculpteur va exagérer telle partie du corps et au contraire réduire telle autre partie du corps pour exprimer un certain symbolisme. Voilà par exemple le langage des arts plastiques africains qui a été l'objet d'un travail que j'ai consacré à Léopold Sédar Senghor et à sa réflexion sur la signification philosophique de cet art-là. Est-ce qu'on pourrait vous définir finalement comme un philosophe du passage? Je serais heureux d'être effectivement compris comme cela, comme un philosophe du passage, parce qu'en effet, j'ai le sentiment qu'il y a une finalité à la fois politique et éthique
de tout ce que je viens de vous dire, parce que ce ne sont pas simplement des objets de curiosité. Il s'agit aussi de lancer un message éthique qui est celui d'une condition humaine partagée. Et donc, la traduction me semble précisément être ce lien qui est établi entre des cultures différentes, montrer à chaque fois que nos différences, qui peuvent être les différences dans les langues que nous parlons, ne signifie pas que nous ne puissions pas avoir une visée commune d'un même universel, parce qu'au bout du compte, nous partageons la même condition humaine. Je comprends, mais la question du passage, elle se pose bien évidemment pour la question des aires géographiques, des civilisations. Elle se pose aussi aujourd'hui, me semble-t-il, de plus en plus, dans la mesure où nous sommes dans un monde où la division du travail est un processus qui s'est quand même considérablement accéléré depuis le 19e siècle, et où nous vivons finalement avec des gens qui sont de plus en plus spécialisés, qui sont dans leur silo, voire dans leur sillon. Et moi je pense à un texte d'Ortega y Gasset notamment qui est très critique contre la spécialisation, dit même, je crois qu'il va très loin, il va jusqu'à dire que la spécialisation est une monstruosité de la modernité. Est-ce que finalement le travail qui est le vôtre, c'est pas un travail aussi pour dépasser, transcender ces sillons, ces silos aujourd'hui qui sont ceux des sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire des sociétés très spécialisées? Exactement. En fait, je suis heureux que vous posiez la question de cette manière-là, parce que c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ma discipline, la philosophie, normalement est hostile à cette idée de spécialisation. La réflexion philosophique doit viser la totalité de l'expérience humaine. Et en ce sens-là, quand je décris mon travail, on pourrait avoir l'impression que je poursuis des objets disparates. Mais en réalité, je suis le même qui essaye de penser ensemble, et pas dans la juxtaposition, de penser ensemble une tradition intellectuelle et spirituelle dans le monde de l'islam, dont notre monde aujourd'hui a bien besoin, dont les jeunes musulmans ont bien besoin, de penser aussi ensemble les problématiques qui se rencontrent en Afrique, mener une réflexion philosophique sur les questions de démocratie, sur les questions l'universalité des droits humains, etc. Et de la même manière, m'être intéressé aussi à ce qui apparaît comme les fondements de notre civilisation de l'ordinateur, de notre réflexion sur ce que signifie l'humain. Dès lors qu'une machine, par exemple, peut avoir des comportements intelligents, qu'en est-il de notre propre nature humaine, puisque nous nous définissions justement comme étant les animaux qui avaient en propre la raison et l'intelligence? Si nous pouvons transmettre et transférer nos mécanismes intelligents à des machines, que signifie encore notre différence spécifique? Donc voilà, il faut toujours, me semble-t-il, effectivement, dans la réflexion, viser la totalité de l'expérience humaine sans la fragmenter en des spécialisations, parce que poursuivre dans la voie très technique de la réflexion sur la logique algébrique, ça avait son intérêt, mais les enjeux philosophiques sont infiniment plus importants, et ce travail-là ne peut être qu'une sorte de pièce qui entre dans un projet plus vaste. Et sur ce plan-là, je suis absolument d'accord avec vous et avec la citation que vous venez de faire. La spécialisation de ce point de vue-là tue l'esprit. Votre sujet, au fond, c'est la communication. Eh bien oui, je suis heureux que vous le perceviez de cette manière-là, parce qu'effectivement, il me semble que si on veut s'attacher à des enjeux contemporains dont on puisse avoir l'impression qu'ils sont les enjeux de notre temps, qu'ils découlent de la lecture que nous faisons de notre monde, de ce qu'il est et de ce qu'il doit être, il faut d'abord réfléchir à la communication, c'est-à-dire c'est dont une des formes est la traduction, mais il faut également communiquer. Et c'est encore une raison supplémentaire de sortir de l'enfermement dans une spécialité, parce qu'il faut parler plus large, il faut parler plus profond, et il faut communiquer. Dernière question, et qui rejoint les sujets que nous avons abordés depuis tout à l'heure. C'est une question donc, qui est au centre des rencontres, qui sont les rencontres d'aujourd'hui, Sciences et Création. Vous êtes un chercheur, vous êtes un enseignant,
Quels sont, à vos yeux, aujourd'hui, les points de convergence, de ressemblance entre l'activité du scientifique, l'activité du chercheur qui essaye d'élucider une forme de vérité, et l'activité de l'artiste, du créateur, qui lui aussi vraisemblablement essaye d'élucider une forme de vérité, mais avec une dimension subjective qui est totalement revendiquée en ce qui concerne l'artiste et qui ne l'est pas en ce qui concerne le chercheur. Le chercheur essaye de mettre à distance sa propre subjectivité. Vous avez raison de caractériser ainsi l'activité du chercheur qui, en principe, essaye de tenir un langage d'où sa propre subjectivité sera absente, et l'activité de l'artiste qui, au contraire, met en avant sa subjectivité et sa perception du monde au filtre précisément de cette subjectivité. Mais la rencontre s'effectue dans un cas précis qui est le mien, comme je disais tout à l'heure. J'essaye, par une réflexion sur la traduction et la rencontre, de mener un travail qui vise la totalité de l'expérience humaine, qui dise il y a une expérience humaine qui nous fait une condition humaine commune. Je crois que c'est très important de le dire dans un monde qui est le monde où nous vivons aujourd'hui, totalement fragmenté par ces ethno-nationalismes que nous voyons fleurir et que l'on appelle des populismes. De la même manière, me semble-t-il, l'artiste, selon sa voie propre, selon la perspective qui est la sienne, dit quelque chose de cette expérience humaine. C'est vrai que sa subjectivité fait partie et presque son outil de travail d'une certaine façon, mais ce n'est pas une subjectivité qui l'enferme en lui-même ou en elle-même, c'est une subjectivité au contraire qui essaye de lui donner une perspective sur la totalité de l'expérience humaine. C'est ainsi que la rencontre, me semble-t-il, s'effectue et devrait s'effectuer entre cette recherche et entre la recherche de l'universitaire et la recherche purement académique donc, et la recherche qui est celle de l'artiste. Et si vous me permettez d'être personnel, de donner un exemple personnel, je suis quelqu'un qui, de manière récente, travaille beaucoup avec cet artiste exceptionnel qui est Kader Attia et sa réflexion sur l'idée de réparation et d'un monde à réparer et qu'il traduit dans son art. Et nous nous rencontrons beaucoup sur la signification de cette idée de réparation qui concerne directement les objets artistiques, mais qui est une réflexion qui s'enfle aux dimensions de la totalité.